Ligne droite. Le grand réveil. Le grand réveil avec notre invité ce matin, Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Bonjour à tous. Jean-Frédéric Poisson, on va parler de cette commission d'enquête réclamée par la France Insoumise. Mais d'abord, j'aimerais vous faire réagir à cette actualité que vient d'évoquer Maëlys, le meurtre de Philippine, 19 ans, retrouvée morte dans le bois de Boulogne il y a quelques jours. On a retrouvé l'auteur présumé hier soir en Suisse. Toujours le même profil, toujours les mêmes causes. Quelle est votre réaction ce matin, Jean-Frédéric Poisson ? D'abord, de la très grande tristesse et un soutien à la famille et à tous ceux qui connaissaient cette jeune fille, bien sûr. Deuxièmement, une colère qui ne cesse pas, mais qui s'exprime depuis longtemps, même si je n'ai pas l'habitude, vous le savez, de rebondir sur ou de parler beaucoup de ce genre de malheur. La vérification, une fois encore, de l'impuissance de l'État et d'une absence de volonté au plus haut niveau des responsabilités exécutives de notre pays de régler vraiment cette question. Il a été dit depuis longtemps, et dès les premières affaires comparables, qu'en réalité, on a évidemment la capacité de faire pression sur des pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants étrangers délinquants. On ne veut pas le faire, c'est tout. On ne veut pas le faire parce qu'on a peur de réactions qui se déploieraient ça ou là, d'un certain nombre de communautés nationales qui seraient solidaires des sanctions qu'on prendrait à l'égard de leur pays. Je parle bien principalement d'ailleurs des pays d'Afrique en l'occurrence, que ce soit du Maghreb ou d'Afrique centrale, d'Afrique subsaharienne. On a peur, donc on ne fait pas. Mais vous savez, c'est la marque du temps. Je pense que la phrase que je viens de prononcer, elle marquera probablement une bonne partie de l'action du gouvernement Barnier, qui est actif depuis 48 heures, qui sera marqué, je pense, par une espèce de trouille. Il sera saisi par la tremblante du mouton, comme à son époque, Jean-Pierre Raffarin, lui aussi à Matignon avait été. Il était d'ailleurs d'un profil comparable à celui de M. Barnier. Ouais. Jean-Frédéric Poisson, je vais vous faire écouter, juste avant d'évoquer donc ce sujet, la phrase qui a été reprise de nombreuses fois hier par le nouveau ministre de la Justice. Pas de laxisme dans la justice. On écoute cet extrait et je vous laisse réagir ensuite. Il faut de l'autorité, il faut de la fermeté, il faut bien évidemment des sanctions, mais je crois que le laxisme de la justice n'existe pas. Il faut en convaincre celles et ceux qui le pensent. Bon, qu'il y ait des possibilités d'améliorer bien sûr les réponses, c'est évident. Bon, mais c'est en dialoguant, en faisant confiance, en essayant de provoquer justement les possibilités d'avancer ensemble que nous pourrons apporter les meilleures réponses possibles. Qu'est-ce que votre réaction en quelques mots, peut-être après on passera à autre chose évidemment. Je suis relativement d'accord avec le garde des Sceaux, au risque de vous surprendre. Je pense que le problème de fond est que les juges, dans la plupart des cas, appliquent la loi. Ici, on a dit que il y avait un problème de laxisme. Alors, le renvoi des personnes qui sont obligées de quitter le territoire français n'est pas du ressort du ministère de la Justice, c'est du ressort du ministère de l'Intérieur. Donc, oui, ça, bien sûr. La justice en l'espèce n'est pas en cause. Là, ce qui est en cause, c'est la réduction de peine. Alors, la réduction de peine s'applique pourquoi ? Parce que les lois prévoient qu'il y ait des réductions de peine. Donc, si vous voulez que ce phénomène Alors, je ne parle pas des gens qui devraient être incarcérés, qui ne le sont pas, il y en a, je suis d'accord, mais M. Dupond-Moretti, dans la passation de pouvoir, disait encore hier, on n'a jamais condamné autant de personnes, jamais emprisonné autant de personnes, et la justice n'a jamais prononcé autant de sanctions. C'est sans doute vrai, je n'ai pas vérifié les statistiques. Il manque des places de prison, c'est une chose, mais surtout, si vous ne voulez pas qu'il y ait de libération conditionnelle, dans certains cas, retirez-le de la loi, et les juges ne pourront pas libérer les gens de manière anticipée. Les juges d'application des peines ne pourront pas prononcer de libération conditionnelle. C'est aussi simple que ça. Donc le problème n'est pas... Il y a un problème de fonctionnement général de la justice, c'est d'accord, et des juges idéologues qui appliquent leur loi et pas la loi qui existe, ça c'est un fait. Majoritairement, les magistrats appliquent la loi. Donc si vous voulez que ça change, commencez par changer la loi. Ça sera d'ailleurs là aussi un exercice intéressant pour savoir quelle est la ligne politique du gouvernement. On a tout un programme, merci beaucoup. Alors on va passer au sujet initial, Jean-Frédéric Poisson. Les députés de la France Insoumise réclament une commission d'enquête sur les mouvements conservateurs anti-choix agissant dans le champ de la parentalité et de la famille. Alors ça c'est le thème. Le texte... Comment ? Là aussi.
tout un programme. Oui, là aussi, oui. Alors, le texte comprend un extrait que j'aimerais vous lire et pour que nos éditeurs comprennent bien quand même de quoi il s'agit. Alors, voilà ce qu'ils écrivent. En France, comme partout en Europe, on observe depuis plusieurs années des velléités de revenir sur le droit à disposer de son corps à la faveur de la montée de l'extrême droite à travers des campagnes de désinformation, des manifestations anti-IVG ou des actions chocs de mouvements conservateurs. Malgré la loi constitutionnelle du 8 mars 2024, les mouvements anti-choix continuent d'agir pour limiter les droits des femmes, des minorités de genre et des familles, notamment le droit à disposer de son corps, contrôler sa sexualité et à la préparation conjugale. Quel serait concrètement le but de cette commission d'enquête, Jean-Frédéric Poisson, et quels en seraient les risques ? Alors le but, il est simple, il est de décortiquer, d'ailleurs c'est assez bien dit, hein, l'objet est assez clair, Ouais. faire toute la lumière sur la structuration, les modalités de financement, les moyens d'action et les réseaux, etc., de tous ces mouvements pro-vie, on va dire ça, ou pro-famille, c'est comme on veut, on va dire pro-vie pour aller vite. Faire toute la lumière, ça veut dire décortiquer le système et rentrer dans le moteur, si j'ose dire. Le risque, il est très simple. Compte tenu des pouvoirs qui sont conférés par les ordonnances de 1958 à une commission d'enquête, comme vous savez, dans ces pouvoirs, le rapporteur de la commission ou les rapporteurs d'une commission d'enquête ont le droit d'enquêter sur pièce et sur place, peuvent se déplacer à n'importe quel endroit qu'ils jugent utile et se faire communiquer par les personnes qu'ils rencontrent toutes les pièces, tous les éléments, toutes les choses dont ils considèrent que ces choses sont utiles au traitement de leur objet. Pour être tout à fait précis, imaginons que le rapporteur de cette commission d'enquête décide d'aller rencontrer l'association X. Entre dans les locaux de l'association, il se fait communiquer l'intégralité des fichiers, des mails, des échanges de messages, des adhérents, le nom des adhérents, le nom des donateurs, et ainsi de suite. Voilà quel est le risque. Donc c'est donc de faire en sorte qu'à la fin du compte, il soit en possession de l'extrême gauche qui, on a bien compris, est en train de mener, enfin ce sont des commissaires politiques, ça n'a plus rien à voir avec l'objet d'une commission d'enquête. C'est que arrive aux mains de l'extrême gauche, c'est-à-dire des seuls vrais fascistes aujourd'hui opérant en France, toutes les données qui concernent les sympathisants, les soutiens et les moyens des mouvements qui sont des mouvements pro-vie dont je connais personne d'ailleurs qui se rendent coupables des choses qui lui sont reprochées dans le texte de cette résolution. C'est quelque chose. Alors, est-ce que vous attendez à une opposition de la part d'une opposition, j'allais dire, à l'Assemblée, ou est-ce que vous craignez que ce genre de commission d'enquête ait bien lieu, qu'il n'y ait pas forcément de vive réaction comme vous avez pu l'avoir immédiatement ? D'abord, on n'a pas été nombreux à réagir, je vous ferai remarquer, Oui. Ce qui est un premier mauvais signal. Premièrement. Deuxièmement, le règlement, la Constitution d'ailleurs, et le règlement de l'Assemblée nationale désormais dispose que chaque groupe parlementaire, à l'Assemblée nationale en tout cas, a le droit de demander une fois par an l'organisation d'une commission d'enquête menée sous sa responsabilité, et ce droit ne peut pas lui être refusé. La seule chose qui peut être objectée pour refuser la constitution de cette commission d'enquête, c'est que l'objet de la commission d'enquête fasse d'ores et déjà l'objet de procédures judiciaires. Et à ce moment-là, au nom de la séparation des pouvoirs, le Parlement ne peut pas empiéter sur ce que l'autorité judiciaire est en train de son côté. À ma connaissance, il n'y a pas de procès aujourd'hui engagé contre les mouvements pro-vie au nom de ce qu'ils sont, c'est même pas de ce qu'ils font, au nom de ce qu'ils sont. Et donc, les conditions de recevabilité pour installer cette commission d'enquête sont, je crois, d'ores et déjà remplies. Donc les oppositions ne pourront pas s'opposer à sa création. Les oppositions pourront faire deux choses. La première, c'est s'opposer au rapport, à la publication du rapport qui arrivera à la fin, au bout des 6 mois de travaux. C'est la durée maximale d'existence. Et la deuxième, c'est au moins commencer en commission des affaires sociales, puisque la commission des affaires sociales qui est compétente sur le sujet sera saisie pour attester de la recevabilité de la commission d'enquête, faire valoir que l'inanité de cette création et le fait que ces choses soient sans objet, c'est une opération d'espionnage et de récupération de données, en fait, c'est pas autre chose que ça. C'est un détournement clair et net de l'esprit et de la nature d'une commission d'enquête, de mon point de vue. Si ces mouvements avaient quelque chose à se reprocher, que ce soit sur le plan pénal, sur le plan fiscal, sur le plan du financement, sur le plan civil, croyez-moi, elles seraient depuis longtemps dans les tribunaux. Jean-Frédéric Poisson, la famille, ça nous renvoie aux vives critiques et contestations de cette même gauche vis-à-vis du nouveau gouvernement Barnier, un gouvernement jugé anti-manif pour tous, avec la présence de ministres dits conservateurs comme Bruno Retailleau, nouveau ministre de l'Intérieur.
Que répondez-vous, vous, ce matin, à ces cris d'orfraie? D'abord, on les emmerde. Ah, ça c'est fait. Voilà, on commence par là. Ça suffit, enfin, il y a ce genre de gaminerie, de révolution de bac à sable, enfin, ça va. Il y a un moment où je commence à en avoir par-dessus la tête, comme vous pouvez vous en rendre compte. Deuxièmement, ça n'est pas un délit d'être opposé au mariage pour tous. Ça n'est pas un délit d'avoir manifesté, et j'y suis allé plus souvent qu'à mon tour, comme dirait l'autre, je crois qu'on n'en ai pas raté une, aux manifestations contre le mariage pour tous et à tout le reste. On a le droit. Troisièmement, il y a des tas de sujets, y compris qui sont aujourd'hui gravés dans la Constitution, contre lesquels on a le droit de prendre position, sans que pour autant ça constitue une faute, ni je ne sais pas quoi. Par exemple, il y a des tas de gens, et moi le premier, qui sont en faveur du rétablissement du septennat pour la durée du mandat du président de la République. Que je sache, la Constitution dit 5, moi je dis 7. Est-ce qu'on veut me mettre en prison pour autant? Donc ce genre de gaminerie, de révolution au petit pied, c'est indigne. Ouais. C'est indigne des partis politiques, indigne de l'état d'urgence dans lequel la France en entier est aujourd'hui plongée. Et j'espère bien que, comment dire, des réactions aussi sèches que la mienne se déploreront. Je regrette simplement que le Premier ministre ait capitulé face à cette pression d'une pseudo-gauche qui, à chaque fois qu'elle s'énerve, fait peur à tout le monde. Ils ne me font pas peur, et encore une fois, voilà. Maintenant, je vais changer de formule, je vais reprendre celle du général de Gaulle, c'est donc une citation en marocain. Voilà, Allez, comme ça on a fait le tour. Jean-Frédéric Poisson, c'est difficile d'être conservateur aujourd'hui? Non. Ça dépend de ce que vous entendez par difficile. D'abord, je pense que l'immense majorité des Français le sont. Moi, je ne connais personne qui ait envie d'avoir une famille disloquée, pas de famille du tout, de ne pas avoir les moyens d'élever ses enfants, personne qui ne soit pas fidèle à un certain nombre de principes qui régissent la vie en commun, personne qui ne soit pas attentif à ce qu'il a reçu des générations antérieures, qui ne soit pas désireux de transmettre un monde meilleur à ses enfants, aux générations qui suivent. Enfin, c'est ça, le conservateur. C'est pas cette espèce de gauche, de bac comment dire, de bazar. On a fait une injure, d'abord c'est idiot, ça n'a aucun sens. Être conservateur, c'est considérer que on ne peut pas tout faire. Et qu'il y a des innovations qui sont plus dangereuses qu'autre chose pour l'humanité. C'est ça que ça veut dire être conservateur. Être attentif à ce qui fait la permanence des sociétés. Et si ça fait la permanence des sociétés, c'est sans doute qu'il y a une bonne raison. Si le vol est interdit dans toutes ces sociétés, c'est probablement qu'il y a une bonne raison pour interdire le vol. Je prends cet exemple-là, il ne peut rien avoir d'autre. Ouais. Donc c'est difficile, parce que un certain nombre de gens ont décidé de courber les chines devant des médias qu'on laisse dominer. On les laisse dominer. Le jour où on passera par-dessus et on fera son jeu, on ira beaucoup mieux. C'est pas pour demain, mais donc il suffit d'être fidèle à son étoile. Celui qui suit son étoile ne dévie pas, dit l'adage. Donc, être conservateur, c'est une belle chose, au contraire. Je crois que Churchill avait une phrase assez jolie. Alors, ce ne sera pas exactement ça, je pense, mais c'était le progrès, oui, mais pourvu que ça aille dans le bon sens. Ben, quelque chose comme ça, c'est ça. C'est tout à fait exact. C'est bien formulé de sa part, comme d'habitude. Alors, pour revenir à Bruno Retailleau, Jean-Frédéric Poisson, rétablir l'ordre, c'est sa priorité. Est-ce qu'il aura les moyens de ses ambitions? Ça, c'est une autre question. Finalement, la nomination d'un ministre apparemment ferme est-elle suffisante pour rétablir l'ordre, surtout? Ça, c'est une question difficile, parce que la première question, c'est que ça dépend du soutien qu'il aura de la part du chef de gouvernement. Oui. Et ça, on verra à l'usage. J'ai cru comprendre que M. Barnier était assez déterminé. En tout cas, il laisse son ministre de l'Intérieur prendre des positions assez sèches, donc bonne nouvelle. On verra à l'usage. Et quand il va falloir rentrer dans le dur, c'est-à-dire abolir la circulaire Valls, par exemple, rétablir le délit de séjour illégal sur le territoire français, ce que la gauche a supprimé il y a maintenant une douzaine d'années. Ce sont des choses comme ça. Alors ça passera par la loi. Le circulaire Valls, c'est un décret d'abrogation. Quand il va falloir rentrer dans des choses vraiment efficaces, symboliques, qui nécessiteront un investissement ou un risque politique, entre guillemets, eu égard en tout cas à la médiasphère, nous aurons davantage d'éléments. Troisièmement, dans certains ministères, je serais plus inquiet, parce que je ne sens pas l'administration complètement en phase et directement alignée sur ce que souhaite faire le ministre. Je n'ai pas l'impression que le commissaire de l'Intérieur, où on est plutôt dans la ligne de la fermeté, d'ailleurs, ce qui est rassurant. Dernier point, ça sera une question de moyens, aussi. Peut-être pas d'abord, mais aussi. Oui. Et donc là encore, à l'occasion du débat budgétaire, on verra bien
si tout ça est autorisé ou pas. M. Retailleau a visiblement la volonté de le faire. Le Premier ministre n'a pas démenti ces jours-ci. Voilà, reste à trouver les 3 autres points. Il nous reste 2 petites minutes, Jean-Frédéric Poisson. Le nouveau ministre de l'économie a lui aussi visiblement fait part de sa priorité, celle d'écarter le Rassemblement national de l'arc républicain, comme on dit. Il a expliqué que sa porte restera toujours ouverte avec le Parti socialiste, avec les écologistes, avec les communistes et même avec les députés de la France insoumise, mais certainement pas avec le Rassemblement national. Alors dans la foulée, Michel Barnier a contacté Marine Le Pen pour tenter de corriger le tir, mais ça donne quand même pas mal de cartouches déjà au Rassemblement national pour censurer le nouveau gouvernement. C'est déjà le début de la fin, Jean-Frédéric Poisson ? Bon, ça n'a pas commencé, ma chère. En guise de début de la fin, pardonnez-moi de vous dire qu'on sait longtemps que ça va se terminer. La question, c'est quand. Non, une énormité le jour de la passation de pouvoir sur l'héritage de Le Maire, une deuxième énormité 24 heures plus tard sur la Assemblée nationale, un recadrage en règle par le Premier ministre en 48 heures, c'est quand même c'est un bilan oui, c'est pas mal, exceptionnel. Exceptionnel. Je ne comprends pas d'ailleurs pas pourquoi ce ministre est encore en fonction, pour tout dire. Dans un monde normal, il aurait été démis dans la minute où il sortait du plateau de France Inter. Enfin, encore un Premier ministre qui aurait vraiment la volonté de marquer son territoire et de dire c'est moi qui pilote, celui-là n'existerait plus. Donc ça fait une deuxième forme d'arrondissement dans la composition du gouvernement, puis avec ce ministre-là, en peu de temps, c'est assez interrogeant pour la suite. Maintenant, il a mangé son chapeau, ce pauvre ministre. Et encore une fois, 2 recadrages... 2 énormités, un recadrage et l'avalage d'un rayon de cravate, de ruban de chapeau et de chapeau en 3 jours, ça démarre mal. C'est pas avec ça qu'on va redresser l'économie, mais pour moi, je suis pas surpris. Vous avez le sens de la formule ce matin, Jean-Frédéric Poisson. Merci beaucoup pour cet entretien. J'invite nos auditeurs à réécouter peut-être votre réaction au sujet de cette commission d'enquête sur les mouvements conservateurs anti-choix. Voilà, et à suivre cette actualité. Merci beaucoup, Jean-Frédéric Poisson. À très bientôt. Merci à vous. Bonne journée à tous.